En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Nous sommes donc ravis, Jean-François Copé, avec Michael Zamès, de vous accueillir ce matin sur Public Sénat et donc sur l'antenne de Radio Classique. Les sujets, il y en a énormément, les législatives, la situation internationale, Christine Taubira. Mais commençons par le Conseil des ministres de ce matin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de décrets qui mettraient fin aux fonctions antérieures de gens comme par exemple Frédéric Pechnard et Bernard Squarcini. Est-ce que vous considérez qu'on est dans l'alternance républicaine ou est-ce qu'il faut employer le mot assez célèbre de chasse aux sorcières qui démarre ? Oui, je crois que c'est la chasse aux sorcières qui commence, oui. D'ailleurs, personne ne doutait du contraire. Nous, on l'a dit tout au long de la campagne. Il y avait trop de leçons de morale qui nous étaient données par François Hollande tout au long de cette campagne pour que ce ne soit pas un peu louche. Oh, écoutez, moi, je ne suis pas choqué par le fait que le chef de l'exécutif veuille nommer des hauts fonctionnaires à des postes à responsabilité. Ce qui me fait tristement sourire, c'est toutes ces leçons de morale que M. Hollande a données pendant toute cette campagne, ainsi que ses amis. L'argument, c'est de dire qu'ils sont quand même très proches de l'ancien président de la République, de dire que peut-être que sur certaines affaires sensibles, ils l'ont aidé au-delà du raisonnable. C'est ça l'argument qui peut-être... J'entends bien tout ça, mais alors, dans ce cas, il ne faut pas venir nous expliquer que on incarne l'État impartial, alors que dans le même temps, on va faire la chasse aux sorcières, et donc nommer des gens très proches du nouveau pouvoir. Il y a d'ailleurs un test intéressant, il y a quelques hauts fonctionnaires, ou quelques représentants, quelques hauts responsables de grandes entreprises publiques, d'audiovisuel public par exemple, qui ont pris position pour François Hollande. Donc ce serait intéressant de savoir si eux sont victimes de chasse aux sorcières ou si eux sont maintenus dans leur poste. Voilà, ce sera un critère parmi d'autres. Et la recommandation, par exemple, qui a semble-t-il été faite, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant la conversation entre François Hollande et Nicolas Sarkozy lors de la passation de pouvoir, mais semble-t-il, le président sortant lui avait demandé que Xavier Muscat, qui est un de ses principaux collaborateurs, aille à la Caisse des dépôts, et visiblement, c'est pas le cas, ce sera Jean-Pierre Jouyet. Là, on n'est pas dans le registre de la police. Là, on est dans le registre de la courtoisie républicaine, mais on a vu malheureusement, depuis l'installation de François Hollande, que c'était pas le registre qu'il avait choisi, puisque chacun a en mémoire ces images qui n'étaient pas d'une très grande inélégance, avec François Hollande qui ne prend pas la peine de raccompagner M. Sarkozy à sa voiture, François Hollande qui dans son discours rend hommage à tous ses prédécesseurs, sauf à Nicolas Sarkozy, François Hollande qui d'ailleurs dans ce même discours parle du Parlement sans jamais parler des droits de l'opposition. Bon, enfin, je crois que les choses sont très claires. Nous aurons républicaine qui sera je crois qu'il ne faut pas se mentir et se mettre un masque comme ça. On a bien compris la réalité. François Hollande reste là-bas d'abord le chef d'un clan politique, voilà. Il a été le chef d'un parti politique et il garde cette pratique-là. Je serais pour ma part très élégant. C'est ce que je écoutez, c'est pas très élégant, voilà. Enfin, cela dit, je souhaite quand même que François Hollande propose à Xavier Muscat, qui est un grand fonctionnaire, des responsabilités qui soient à la hauteur de sa qualité et de sa compétence. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Michael Zamès, parlons peut-être un petit peu des élections législatives. Tout d'abord, votre cas, est-ce que vous avez peur pour vous ? Écoutez, moi je fais campagne par définition, de manière très très active, parce que ce territoire, je le connais bien depuis longtemps, et c'est vrai que les problématiques qu'évoquent mes administrés sont des problématiques qui sont le reflet de la France d'aujourd'hui. Voilà, les problèmes d'intégration, d'insécurité, les problèmes d'emploi sont des sujets sur lesquels il est très important qu'on propose un projet courageux. C'est ce qui fait contraste d'ailleurs avec ce que la gauche exprime aujourd'hui. On voit bien qu'elle n'a pas encore pris à bras-le-corps les grands enjeux de croissance, les grands enjeux de sécurité. Quand je vois, par exemple, la décision prise par la nouvelle ministre de la Justice, Madame Taubira, qui vise à fermer... C'est Taubira bashing. à fermer les tribunaux correctionnels que nous avons créés pour les mineurs de 16 à 18 ans qui ont commis des actes passibles de plus de 3 ans de prison. C'est pas rien. Ces tribunaux correctionnels, on les avons créés. Ils sont présidés par des magistrats professionnels pour justement faire la différence avec ce que peuvent commettre des mineurs plus jeunes. Bon. C'est la première décision de Madame Taubira. C'est un message de laxisme terrible. D'ailleurs, l'impact dans les quartiers, je le vois chez moi, l'impact dans les quartiers est immédiat. Tout le monde est au courant. Et beaucoup s'en inquiètent, naturellement. Et mais c'est dans le programme de François Hollande. Oui, mais vous voyez... Il n'y a rien de nouveau, en fait. Rien de nouveau. Enfin, sauf que la mise en œuvre d'une telle mesure, moi, je l'ai beaucoup critiqué pendant la campagne, est un message terrible, parce que c'est une invitation au laxisme. C'est un déni de réalité par rapport à la délinquance des mineurs. Et je dis à tous ceux de nos compatriotes qui ont voté pour le Front National,
parce qu'il voulait renverser la table, parce qu'il voulait justement plus de fermeté, plus de sécurité. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Madame Le Pen a contribué, et tout le monde le sait, à faire passer François Hollande à la présidence de la République. Eh bien, voilà le résultat. C'est plus de laxisme. C'est l'inverse de ce que voulaient les électeurs qui ont voté pour le Front National. Jean-François Copé, justement, Marine Le Pen Michael qui n'exclut Zames. pas de soutenir très exceptionnellement. Marine Le Pen qui n'exclut pas de soutenir très exceptionnellement des élus UMP Au cas par UPS, cas. au cas par cas, et finalement à la tête du client. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, rien de particulier. Écoutez, moi, vous savez, je m'adresse d'abord aux électeurs du Front National. Je trouve qu'on en fait beaucoup sur cette affaire-là. J'aimerais bien qu'on pose les mêmes questions à François Hollande, moi, dans son alliance avec l'extrême gauche. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, dans ses propos, n'est pas très différent de ce que dit la famille Le Pen. Quand vous voyez... oui, sauf qu'il a contribué à faire élire François Hollande, bah en tout cas son électorat, alors que Marine Le Pen a contribué à faire élire. Voilà, exactement, oui. C'est pour ça qu'il va falloir qu'à l'occasion de cette campagne, on sorte un peu de l'hypocrisie parisienne ambiante. Moi, je suis de ceux qui sont très déterminés à mettre les pieds dans le plat sur la question du rôle de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Jean-Luc Mélenchon qui fait l'éloge quotidien de Robespierre, qui est un des tyrans les plus sanguinaires de notre histoire. Jean-Luc Mélenchon qui explique sans rire que Cuba n'est pas une dictature, que Castro n'a pas été un dictateur, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques à Cuba. Jean-Luc Mélenchon, dont l'un des grands amis est Mikis Theodorakis, qui professe ouvertement des propos antisionistes, antisémites, en des termes qui sont extrêmement choquants. Pas un mot des dignitaires socialistes sur cette question, qui fait de l'alliance avec l'extrême gauche son quotidien. Donc je dis, il est quand même temps qu'on dénonce ça avec au moins la même force à Paris. Mais Jean-François Copé, le problème, c'est que la pression que vous mettez sur Mélenchon n'ôtera pas la pression que Marine Le Pen, écoutez, qui vous a fait perdre les présidentielles. Vous le savez, parce que vous êtes quand même un grand habitué de ces combats politiques. Son obsession, c'est de faire perdre les législatives à l'UMP, pour des raisons de remplacement. Donc comment vous répondez à cette menace? Par des réponses de fond, tout simplement, en expliquant que lorsque l'on vote finalement pour le Front National, eh bien on a l'inverse de ce qu'on veut, puisqu'on a la gauche au pouvoir par le jeu des triangulaires, puisque les gens du Front National se maintiennent au deuxième tour. À l'inverse, la réponse de fond, c'est de dire que nous, dans notre famille politique, à droite et au centre droit, on a une politique qui est extrêmement ferme sur le plan régalien, que ce soit sur la sécurité, sur la justice, sur la laïcité, qui sont des sujets, on l'a vu par exemple sur la loi sur la burqa, mais on le voit aussi sur la question de la délinquance des mineurs, qui sont des sujets sur lesquels nous sommes extrêmement fermes. Si elle donne des noms, par exemple, si elle dit des gens comme Ciotti, on les défendra, c'est-à-dire si elle prend nominalement parti pour un certain nombre de gens qui à l'UMP représentent par exemple la droite populaire, c'est évidemment avec l'envie qu'à un moment le consensus politique à l'UMP explose. Vous ne croyez pas qu'on est assez naïf pour tomber dans ce piège grossier? Oui, mais elle va le tendre. Mais qu'elle déclare ce qu'elle veut. Le sujet, et là-dessus nous sommes clairs, c'est qu'il n'y a pas d'alliance. Voilà, il n'y a pas d'alliance électorale. Et donc à partir de là, le problème est clair. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord. Moi, ce qui m'importe, encore une fois, je le répète, c'est de parler aux électeurs du Front National. Si je vous le dis, c'est parce que je vois beaucoup d'entre eux nous dire sur tout le territoire national, parce que mes amis députés candidats font campagne partout, beaucoup d'électeurs qui ont voté pour le Front National nous disent on est en train de réaliser qu'avoir voté pour le Front National, c'est nous avoir entrés dans un piège, y compris ceux qui ont entendu la consigne de voter blanc qui a facilité l'élection de François Hollande. Nous sommes à la fois à la radio et à la télévision, mais je voudrais qu'on écoute ce matin Jean-Marc Ayrault. C'est simplement un extrait radio. Il était chez nos confrères de RTL. Il évoque la une des Échos de ce matin avec le cri d'alarme donc de Laurence Parisot et du MEDEF sur la réforme, sur les retraites. Je voudrais que nous l'écoutions. Nous avons pris un engagement, c'est le président de la République qui l'a pris, il sera tenu. Donc ça, c'est le vote des Français. Mais les complémentaires, c'est autre chose. Nous allons organiser cette concertation. Je recevrai le 29, je vous l'ai dit, sur l'ensemble des questions, les partenaires sociaux. Donc je recevrai aussi Madame Parisot, et qui dira son point de vue. On est dans un dialogue, on n'est pas dans l'ignorance du point de vue des autres. Donc j'écouterai ce que dira Madame Parisot attentivement. Voilà, c'est le retour partiel aux 60 ans. Donc il va y avoir dialogue entre le MEDEF et... Je vais vous dire les choses très simplement. François Hollande et Jean-Marc Ayrault viennent d'ouvrir la boîte de Pandore du retour à la retraite à 60 ans et ils auront beaucoup de mal à la refermer. Voilà. Parce que la vérité, c'est que lorsque l'on s'engage dans un processus de renoncement à une réforme courageuse, eh bien, toutes les portes de la démagogie sont ouvertes. C'est-à-dire que la concertation, c'est la démagogie. Mais c'est pas que la concertation, c'est la démagogie. C'est que je suis quand même obligé de vous dire que j'entends ce qui se dit du point de vue syndical. Je vois bien que beaucoup de syndicats commencent à vouloir pousser très très loin le bouchon du retour en arrière. Or la vérité c'est qu'on n'a pas le premier euro pour payer tout cela. Donc ça va peser sur les fiches de paye des salariés et sur
les charges des employeurs. Donc, vous pensez Donc que ça c'est veut pas dire que simplement ça un va retour coûter partiel, en mais pouvoir c'est un d'achat pour les gens. détricotage total de la loi. Ça va coûter en pouvoir d'achat pour les gens et en compétitivité pour les entreprises. C'est dramatique. Alors la réalité de tout cela, c'est que moi je veux bien qu'on se drape derrière la pudeur d'un engagement électoral. C'est évidemment extrêmement dangereux. Je le dis d'autant plus que Jean-Marc Ayrault commet à nos yeux, et nous sommes plusieurs à le dénoncer, Bernard Accoyer l'a fait avec beaucoup de force hier, le coup de force, puisque c'est par décret, ça n'est même pas par la loi. Qu'est-ce qu'on aurait dit si nous l'avions fait par décret? Vous voulez passer par l'Assemblée nationale ou par le Sénat? Bon, enfin, par les deux, c'est évident. Et le fait que ce soit par décret est une nouvelle révélation du tempérament qui anime M. Ayrault, qui va préférer parler Donc pas de avec concertation, en fait, les le mot de syndicats concertation qui- qu'avec le Parlement. C'est quand Nicolas Sarkozy disait « Attention, notre pays doit parfois aussi passer par-dessus les corporatismes », on voit qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Jean-Marc Ayrault, il passera pas au-dessus. Pour autant, Guillaume Durand, je vous dis les choses, le dialogue social est évidemment essentiel. Mais ce qui m'inquiète, c'est que là, on ne va pas être dans le dialogue social, on ne va pas être dans la concertation, on va être dans un rapport de force immédiat. Et pour toute une série de raisons, c'est les syndicats qui l'emporteront, parce que le lien des socialistes aujourd'hui avec les syndicats sont très forts. Tous sont appelés à voter pour François Hollande. Voilà que François Hollande devra donc payer sa dette à leur égard. Une petite question, et après Mickaël terminera. On a Et vu juste dans- pour dire que Laurence Parisot a tout à fait raison, car ce projet met en risque gravement le financement des complémentaires. Gravement. Martine Aubry l'a nié, mais on a évoqué dans le Canard enchaîné la possibilité qu'elle ait traité Jean-Marc Ayrault de naze pour expliquer donc sa non-venue donc au gouvernement. Est-ce que c'est le sommet de la vulgarité, de l'à peu près ou du n'importe quoi dans le domaine de la politique, ou est-ce que vous accréditez cette idée? Et après, donc pour terminer, J'en sais Mickaël termine. J'en sais strictement rien, mais enfin la liste des noms d'oiseaux que se sont envoyés les socialistes entre eux est assez longue, on n'a plus que l'embarras du choix. Voilà maintenant qu'ils sont en responsabilité de la France, et donc mon sujet n'est pas qu'ils s'insultent, mon sujet est qu'ils prennent les décisions nécessaires pour notre pays, et je m'inquiète de voir qu'ils sont en train de commettre l'irréparable. Voilà pourquoi j'invite les Français à voter pour le plus grand nombre possible de nos candidats à UMP pour empêcher l'irréparable, comme par exemple le retour à la retraite à 60 ans, comme par exemple le refus de la règle d'or budgétaire. Il y a un conseil informel européen aujourd'hui. Je suis très inquiet de voir la France pourrait renoncer à voter la règle d'or budgétaire. Voilà des sujets extrêmement graves qui vont conduire au matraquage fiscal des classes moyennes. Alors Mickaël. peut-être pour poursuivre sur ce sujet, qu'est-ce que vous avez pensé des premiers pas de François Hollande, que ce soit lors du G8 ou du sommet de l'OTAN, et puis ce soir à Bruxelles? Réussi ou pas? Écoutez, moi je ne sais pas quoi vous dire. Quand on ouvre la télévision, on a l'impression d'avoir trouvé le génie du siècle. Alors moi je ne veux pas Je ne bouleverser... veux pas être méchant, mais on a connu ça il y a un certain Bouleverser, temps. sans doute, mais enfin, je ne veux pas bouleverser cette merveilleuse ambiance qui anime nos écrans parisiens. Mais enfin, écoutez, le G8, quel marché de dupes. On est venu nous expliquer que François Hollande était formidable parce qu'il avait été accepté par le concert des membres du G8. Il avait même enlevé sa cravate. Il nous avait même fait 3 mots d'anglais. Enfin, pardon de vous le dire, c'est un énorme marché de dupes, cette affaire-là. Le G8, c'est quoi? C'est Obama qui avait besoin de lancer sa campagne, qu'il a fait avec beaucoup d'efficacité et de talent, rassemblant tous les chefs d'État autour de lui. Et évidemment que les Américains ont besoin de croissance, et de la croissance européenne. Ils ont d'évaluer le dollar de telle manière de pouvoir vendre le maximum de produits américains sur nos marchés. Mon inquiétude, c'est que le chef d'État français est le seul à ne pas avoir déroulé la stratégie de croissance de la France. C'est le seul. Tous les autres, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la Chine, la Russie, nous connaissons leur stratégie de croissance. Le seul à ne pas